On voit ces images qui ont évidemment marqué les dernières heures à Lyon. Alors, il y a eu des signalements pour salut nazi et propos homophobes. On va voir ces séquences. Alors, ce sont quelques saluts nazis relativement marginaux, mais c'est tout de même évidemment insoutenable. D'ailleurs, il y a des signalements policiers qui sont faits. Il y a un certain nombre de propos qui ont été tenus. Il y a dans l'autre camp les provocations. Quel moment vivons-nous d'après vous ? Un moment de bascule, sans doute, dangereux, où on passe de la violence politique, de la violence verbale, dans l'hémicycle de l'Assemblée, sur les médias, sur les réseaux sociaux, à la mort d'un jeune, Quentin Durand. C'est un jeune qui a été tué pour ses idées politiques, quelles qu'elles soient. Et c'est ça qui devient insupportable et dangereux pour la démocratie. Ne faisons pas semblant, posons le bon diagnostic. Nous avons connu, pour prendre que quelques exemples, la violence des Gilets jaunes, les violences et les émeutes dans les quartiers en 2022 ou 2023, des violences pratiquement à la fin de toutes les manifestations. Donc il y a cette violence politique, ces affrontements que certains cherchent. Donc il y a des risques, incontestablement, pour notre démocratie. Il faut le savoir. Il ne suffit pas de dire qu'il faut l'apaisement, je le souhaite moi aussi, mais ça veut dire qu'il faut agir pour marginaliser les extrêmes, et notamment cette violence qui peut tuer et qui tue. Vous avez incarné l'autorité. Ceux qui ne vous aimaient pas disaient même l'autoritarisme. En tout cas, vous avez été extrêmement ferme, notamment contre le terrorisme islamiste. Et on voit aujourd'hui divers extrêmes, ultra de gauche ou de droite. Est-ce qu'on revit quelque chose, à votre avis ? Quand j'étais ministre de l'Intérieur en 2013, le 5 juin de 2013, il y a eu la mort, l'assassinat d'un jeune militant de gauche, Clément Méric. Et en Conseil des ministres, j'ai proposé la dissolution de plusieurs groupes d'ultra-droite, dont l'œuvre française, dont le président est Yvan Benedetti. Je suis désolé de lui faire de la publicité. C'est un nazi, c'est un antisémite. Il était hier, d'ailleurs, à la manifestation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester pour marquer la solidarité à l'égard de la famille de Quentin, qui a été d'une très grande dignité. Mais on voit bien qu'il y a une ultra-droite, oui, qui existe, qui est là, qui a tué d'ailleurs au cours de ces dernières décennies. Il faut bien évidemment le rappeler, qu'il faut combattre avec la plus grande détermination. Mais il y a aussi, aujourd'hui, une ultra-gauche qui est dangereuse pour la République, d'autant plus qu'elle est soutenue, appuyée par un parti politique, la France Insoumise. Tout est chargé d'émotions, de polémiques, de passion depuis une semaine. La minute de silence à l'Assemblée nationale pour Quentin Durand. Quentin Durand qui était un militant nationaliste, catholique, très affirmé. Certains, notamment à gauche, disent on n'aurait pas dû tenir cette minute de silence. Quel est votre avis ? Mais c'est un jeune militant, un gamin qui a ses idées politiques. C'est ça la France, non, normalement ? C'est une république, une démocratie. On doit pouvoir défendre ses idées. Si ensuite ces idées sont incompatibles avec le droit, avec nos valeurs, alors on les combat politiquement ou devant la justice. Mais on ne peut pas mourir à 18 ans ou à 23 ans pour ses idées et pour ses convictions. Donc la représentation nationale a eu raison d'observer une minute de silence. Le fait même qu'on se pose cette question, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la paix civile, la démocratie, les valeurs de la République sont d'une certaine manière menacées. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Dans les 10 mois où j'étais ministre des Outre-mer, j'étais donc présent dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale ou au Sénat, beaucoup plus calme, mais à l'Assemblée nationale, on voit des comportements, une manière d'être qui, à terme, ne peuvent aboutir qu'à de la violence verbale, mais aussi de la violence physique. Quel exemple on donne si on se combat de cette manière sur le plan politique? Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas, à un moment ou l'autre, passer à l'acte et tuer quelqu'un à coups de pied ou coups de batte de baseball? C'est insupportable. Vous avez cité Jean-Luc Mélenchon. D'autres citent le camp adverse, le RN. On voit bien le danger des amalgames, parce qu'évidemment, on peut défendre des idées, y compris extrêmes, de manière tout à fait légale et pacifique. En quoi, d'après vous, les LFI auraient une responsabilité, si c'est le cas? Mais moi, je m'étonne qu'on s'étonne d'une certaine manière. Certains semblent découvrir Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise au cours de ces dernières heures. Évidemment, il y a un mort, c'est grave.
on met en cause la Jeune Garde, cette organisation par ailleurs dissoute, alliée de la France insoumise. C'est pour ça qu'il y a non pas un amalgame, mais il y a un débat sur la responsabilité politique ou morale de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Tout ça n'est pas nouveau. Et si j'ai dénoncé LFI depuis des années, si j'ai évoqué en 2016, il y a 10 ans, en février 2016, il y a 10 ans tout juste, les gauches irréconciliables, c'est parce que de mon point de vue, il y avait 3 passions noires, 3 passions tristes de Jean-Luc Mélenchon qui fondent son ADN politique, qui fondent LFI et qui fonderaient normalement l'impossibilité de tout accord avec cette gauche. C'est la passion populiste de Jean-Luc Mélenchon, théorisée déjà en 2010-2012, parce que c'est un homme intelligent, cultivé, qui aime l'histoire, qui aime les intellectuels et qui s'appuie sur les écrits de Ernesto Laclau, aujourd'hui disparu. Mais allez au bout de votre pensée, est-ce que selon vous il est dangereux ? Bien sûr qu'il est dangereux, à cause de ça, à cause de cette vision populiste. Donc les écrits de Laclau, de Chantal Mouffe, qui sont des philosophes de gauche, qui fondent le populisme de gauche, la recherche toujours d'un ennemi, qui puise cette réflexion chez Carl Schmitt, qui est un penseur qui a rejoint les nazis, qui était lui-même antisémite. Manuel Valls, est-ce qu'on n'aboutit pas là à une sorte d'esprit de censure dangereux ? Le Parti communiste français, vous les socialistes, vous n'êtes plus socialiste, mais vous l'avez été. Vous avez été allié du Parti communiste français quand il soutenait une dictature soviétique, et le Parti communiste était encore plus puissant que n'est aujourd'hui LFI. Bon ben voilà, ça faisait partie du jeu démocratique. On ne disait pas, ah regardez, c'est un danger. Vous le pensiez ? Certains vous pensiez que le Parti communiste était un danger ? Moi j'ai toujours... Non, il ne représentait pas le même type de danger. Il avait sa propre histoire nationale, française, son rapport évidemment à l'Union soviétique. Mais sans doute que le monde a changé, sans doute que tout cela a été inadmissible. J'ai toujours pensé d'ailleurs que la gauche s'était beaucoup trompée dans ce type d'alliance, c'est pour ça que j'étais rocardien. Mais je ne pense pas que le Parti communiste français à l'époque était populiste et mettait en cause la démocratie comme le fait aujourd'hui la France insoumise dans notre pays. Mais la deuxième passion noire de Jean-Luc Mélenchon, c'est le choix qu'il a fait à partir de 2017-2018, d'une alliance avec les islamistes, qui l'a conduit à la passion antisémite, celle que dénoncent Richard Malka ou Raphaël Enthoven. Et cette passion antisémite, déjà aurait dû empêcher toute alliance en 2024 avec le nouveau Front populaire. Et ça provoque du danger. Si aujourd'hui les responsables français juifs disent que LFI est un danger pour les Français juifs, ça veut bien dire quelque chose. Ça amène de la violence aussi. Et troisièmement, c'est évidemment la passion de la violence et de ce lien, soit avec la Jeune Garde, soit avec le Parti ouvrier internationaliste. Vous vous rendez compte de parler de cela ? C'est-à-dire un parti trotskiste avec lequel il est allié. Oui, mais tout ça, c'est Mélenchon. Est-ce que vous dites antisémite, est-ce que vous reconnaissez, par exemple, qu'on a le droit d'être tout à fait ferme pour condamner les colonies illégales de Cisjordanie sans pour autant être antisémite ? Mais quand Manuel Bompard, aujourd'hui même, sur une autre chaîne, assume le fait qu'il est antisioniste, ou qu'il fait l'apologie de Madame Albanese, elle-même antisémite, rapporteure pour les Nations Unies sur la question de la Palestine, il y a cette dérive antisioniste, antisémite, qui n'a rien à voir avec la critique légitime du gouvernement israélien, que les Israéliens eux-mêmes, seule démocratie du Proche et du Moyen-Orient, exercent. Donc oui, il y a une passion populiste qui l'éloigne de la démocratie et des valeurs qui sont normalement celles du camp républicain, une passion antisémite, car c'est le seul parti depuis les années 30 qui a conduit une campagne antisémite au moment des élections européennes, et une passion de la violence qui l'amène à ce lien avec la Jeune Garde. Tout ceci pour dire que quand on découvre aujourd'hui et quand on met en cause Jean-Luc Mélenchon et LFI, je trouve, même si bienvenue au club, que c'est quand même un peu tard et un peu naïf. Quand vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, notamment le fait que l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud était le jeune homme de la Jeune Garde, qu'est-ce que vous en tirez ? Si il y avait eu un assistant parlementaire, et il y en a peut-être, du Rassemblement national, qui avait participé, on verra ce que dit exactement la justice, mais ils sont mis en examen, pour participation directe ou indirecte à ce meurtre, ça aurait été un scandale, bien évidemment. Donc,
quand on a des assistants parlementaires, des collaborateurs politiques, d'un député qui a lui-même été condamné. À votre avis, ça veut dire qu'il doit violence. démissionner, que M. Arnaud, par exemple, doit démissionner? Ça, c'est de sa responsabilité, Oui, celle de son groupe et la sienne. Moi, je ne peux pas le faire démissionner, personne ne peut le faire démissionner. Mais ça veut dire tout simplement que quand on met le doigt dans l'engrenage, quand on va chercher le leader de la jeune garde pour en faire un député, quand toute la gauche se rassemble autour de lui au second tour pour battre le Rassemblement national. C'est-à-dire que quand on utilise un candidat qui prône la violence pour combattre le Rassemblement national, on perd la bataille politique et morale. Est-ce que ça veut dire que le front anti-RN était, de votre point de vue, une erreur? Oui, je l'avais dit. Nous l'avions dit dans une tribune avec Bernard Cazeneuve, Elisabeth Badinter, Julien Drey, François Imray et bien d'autres, pour dire, à l'époque, en 2024, au moment de la dissolution, ni LFI, ni RN, et ce fut une erreur du Parti socialiste, et même d'ailleurs de certains leaders de la majorité présidentielle à l'époque, que d'avoir appelé à voter pour des candidats LFI au second tour. Et cette question, Darius, elle est posée encore demain aux leaders de la gauche. Est-ce qu'aux élections municipales, dans quelques semaines, vous ferez au second tour une alliance avec LFI, après ce qui s'est passé? Est-ce que s'il y avait des élections législatives, vous feriez de nouveau Soyez encore plus clair, pardon, Manuel Valls. Est-ce que ça veut dire que vous demandez au reste de la gauche de ne plus du tout faire d'alliance ou de désistement pour LFI? Mais il ne peut pas y avoir la moindre alliance, le moindre désistement avec Jean-Luc Mélenchon, avec LFI, avec toujours l'espoir. Ils vont finir Vous savez que c'est intenable. C'est intenable numériquement. Si c'est ça, ça équivaut au suicide politique pour eux. Écoutez, mais vous pensez que pour combattre les thèses de l'extrême droite, on peut s'allier avec un parti populiste, avec un parti antisémite et avec un parti qui prône la violence? C'est impossible. Et du coup, on est dans des contradictions terribles. On voit bien dans le questionnement à l'égard d'un certain nombre de responsables politiques en disant qu'est-ce que vous allez faire? Ils ne savent plus où ils habitent à la fin. Donc il faut être clair sur ce sujet-là, et ça veut dire évidemment qu'il faut travailler à des alternatives, à des candidatures, à des projets, à des alliances, bref, à une stratégie qui nous sorte. Avec qui? Regardez la réalité des chiffres. Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez l'aimer, ne pas l'aimer. De fait, il est le phénomène de la gauche. Il est devant à gauche. Eh bien c'est ça qu'il faut évidemment changer, révertir. Mais on ne peut le faire qu'en le combattant. Et sans la moindre ambiguïté, et sans le cynisme. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui le combattent sont les mêmes parfois qui ont fait alliance avec lui. La direction du Parti socialiste est actuellement, ce qui n'est pas le cas évidemment, François Hollande, de Jérôme Guedj ou d'autres, ou de Raphaël Glucksmann, qui n'est pas membre du Parti socialiste, qui sont clairs sur ce sujet-là, mais il ne peut pas y avoir la moindre alliance avec lui, sinon on perd tout. On perd les élections, mais on perd aussi l'honneur. Qu'est-ce que vous dites? C'était très frappant. Je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi à Sciences Po, puisque tout est parti de là. La conférence que donnait Rima Hassan à Sciences Po à Lyon, la popularité qu'elle a dans une grande partie de la jeunesse française, parce qu'elle considère cette jeunesse qu'en regardant les images de Gaza, c'est insoutenable. Oui, c'est pour elle, et c'est pour cette jeunesse une cause d'engagement, que ça plaise pas, que ça vous dérange, c'est une cause d'engagement majeure. Si vous aviez un de ces jeunes face à vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Il fait fausse route. En quoi? Qu'on peut souhaiter la paix entre Palestiniens et Israéliens. Oui, ça tout le monde. Oui. Je ne suis pas sûr, non, ça n'est pas vrai. Parce que précisément, à ce jeune, je lui dirais que Mme Rima Hassan, son discours, c'est la disparition d'Israël. C'est ce slogan qui a fait le tour du monde et qui consiste à dire de la rivière au Jourdain, il faut une patrie pour les Palestiniens, à la place de l'État d'Israël. Donc ça veut bien dire que l'antisionisme, aujourd'hui, c'est cette conjugaison terrible de la haine d'Israël et des Juifs, pas seulement en Israël ou pour Israël, mais partout dans le monde. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, avec Rima Hassan, ont fait du kéfier, de la Palestine, de ce que j'appelle le palestinisme, en ont fait un symbole pour rassembler toutes les luttes politiques, sociales, minoritaires, et que ça marche au niveau de la jeunesse. Ça veut dire qu'il, là aussi, vous savez, les combats politiques, sans violence, avec beaucoup de conviction, avec parfois une forme de radicalité, il faut les mener, il faut combattre cet antisémitisme. C'est ce qui se passe en 2027. On comprend à quel point vous êtes devenu anti-LFI. Si au second tour, vous avez Bardella, Mélenchon, ou Le Pen, Mélenchon. Mais ça Darius, pour qui votez-vous? Non, mais ça, c'est le piège absolu. C'est peut-être le piège, mais c'est la démocratie. Les gens sont libres de voter pour qui ils veulent. Bien évidemment, mais ça, c'est la victoire assurée de Bardella ou de Le Pen. C'est ce que pour qui voteriez-vous? C'est ce que veut Mélenchon. Mélenchon, il veut être au second tour. Il sait que l'extrême droite l'emportera et que ça créera
parce que lui, c'est un révolutionnaire, c'est un vieux trotskiste, il pense que ça marche comme ça créera les conditions. Il n'a pas peut-être tout à fait tort de la violence de la société dans la guerre civile, et à ce moment-là, l'insurrection peut changer les choses. C'est un révolutionnaire. Pour qui voteriez-vous ? Je ne voterai ni pour l'un ni pour l'autre, et mon rôle politique, et à ma modeste place, c'est de faire en sorte que face à l'extrême droite, il y ait une autre candidature que celle de Jean-Luc Mélenchon. Ni pour l'un ni pour l'autre, voteriez quoi ? Blanc ? Oui, je voterai blanc, bien sûr. Donc, entre Bardella et Mélenchon, Mais je ne votez choisis blanc. pas. Non, mais vous venez de dire, vous votez blanc. Votez blanc. Je vote blanc, je vais voter, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à être, à respecter la démocratie, mais je ne voterai ni pour l'un, ni pour l'autre. Ça veut dire, soyez encore plus précis, ça veut dire que pour vous, c'est la peste et le choléra, ils se valent ? Non, il y a sans doute des différences, bien évidemment, mais contrairement d'ailleurs encore à ce que certains socialistes croient, il y a un lien. Il y a aujourd'hui, l'un et l'autre se nourrissent, et surtout, Jean-Luc Mélenchon est l'idiot utile, et le meilleur allié, c'est celui qui fait gagner l'extrême droite. Et c'est pour ça que cette question, elle me gêne, elle est légitime, je la comprends, mais que nous devons tout faire précisément pour qu'il y ait une candidature ou de centre-gauche ou de centre-droit, mais qui ne soit pas uniquement un rejet du Rassemblement national, qui soit un projet pour le pays, qui soit différent de ce qui a été fait ces derniers mois ou ces dernières années, qui apporte des réponses claires en matière de sécurité, d'immigration, de lutte contre les déficits publics, sur l'école ou la santé. Bref, une candidature qui redonne de l'envie et de l'espoir dans ce climat lourd et pesant. Encore faut-il avoir des candidats. Au centre droit et au centre gauche, là, il y a surabondance, de bien ou de pas bien, mais en tout cas, il y a surabondance. Monsieur Gage, François Hollande, qui n'est pas candidat formellement, mais enfin, on sent qu'il en a envie, vous l'observez, vous le connaissez bien. Je crois que je le connais assez bien, oui. Il en a envie ? Je crois qu'il veut être utile. Oui. Non. Vous n'avez pas fait de la langue de bois pour lui, il en fait déjà pour lui-même. Non. Alors, là aussi, à deux. Alors, on va essayer de serrer les choses d'un chemin. Il faut une candidature social-démocrate, réformiste. Glucksmann, attendez, il y a Glucksmann, Monsieur Faure. Oui, mais je ne vais pas participer de ce jeu-là. Il faut une candidature forte, sérieuse, crédible, celle de François Hollande, ou celle de Bernard Cazeneuve, ou celle de Raphaël Glucksmann, qui permettent à des gens de gauche, à des électeurs de gauche, de retrouver un peu de fierté et de ne pas se sentir piégés, comme en 2017 et surtout en 2022, où ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'était un vote utile, d'une certaine manière. Et au centre droit, regardez, au centre droit, Attal, Philippe, Darmanin. Eh ben, il en faudra un, c'est tout. Oui. Oui, mais moi, je ne suis pas commentateur, je ne suis pas membre de ces partis. J'observe. Et donc, je vous dis, il faut une candidature forte du centre-gauche, de la social-démocratie, de la gauche réformiste et républicaine. Bernard Cazeneuve appelle à une refondation de cette gauche, et il a bien raison, dont un des principes, c'est aucune alliance avec la France insoumise. Et de même, il faut une candidature sérieuse, forte du centre-droit. Tout ça viendra. Vous comprenez certains électeurs, notamment jeunes, dont on parlait tout à l'heure, vous avez tapé sur LFI, un peu sur RN, qui diront, mais tout ça, ce sont des notables. On ne sait même plus très bien s'ils sont de droite, de gauche, de centre-droit, de centre-gauche. Vous-même, certains vous diront, on ne sait plus très bien ce qu'il est. Manuel Valls, il a été socialiste, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Mais je suis toujours le même, vous me posez à chaque fois la même question. Non, mais pas à chaque fois. Ça peut évoluer. Si, à chaque fois. Mais ça a évolué chez vous, si je peux me permettre. Non, parce qu'il y a 10 ans, qu'est-ce que je disais ? Il y avait des gauches. Attendez, vous étiez socialiste, il fut un temps. Non, mais pardon, écoutez-moi. Il y a 10 ans, je disais qu'il y avait des gauches sur des positions irréconciliables. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que vous êtes ? Pas oui. J'avais raison, oui ou non. C'est moi qui vous pose la question. J'avais raison, oui ou non. J'avais raison. Donc, il aurait fallu m'écouter. Et maintenant, il est peut-être parfois un peu tard. Mais sur ce sujet-là et sur la question des alliances, quand il s'agit de valeurs qui touchent au plus profond de la République et de la France, il faut être intransigeant. Donc, j'ai pu me tromper, moi, sur bien des sujets. Mais sur l'essentiel, non. Moi, je suis un républicain de gauche. Et je le reste. Et parce que je suis un républicain de gauche, je n'accepte ni le populisme, ni la violence, ni l'antisémitisme, ni une vision totalitaire et totalisante de la société. Tout ça m'éloigne de Jean-Luc Mélenchon. La grande différence par rapport au Parti communiste que vous évoquiez il y a quelques années, c'est que le Parti socialiste était fort. C'est lui qui entraînait la gauche. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour cela, il faut retrouver... Mais ce n'est pas mon sujet. Je ne suis plus au Parti socialiste. Je pense que le mot socialiste est un mot mort. Je pense que la doctrine socialiste ne veut plus rien dire par rapport au monde d'aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas d'être un républicain de gauche et d'avoir Vous dites fort, vous pensez même que le mot socialiste, le non socialiste, Dieu sait si dans l'histoire des idées ça a compté, c'est fini ? Mais j'étais Premier ministre.
dans un long entretien au Nouvel Observateur en 2014, ça m'avait été reproché, j'avais dit qu'il fallait que le Parti socialiste change de nom, parce que le mot socialiste était un mot mort inventé au 19e siècle. Mais ça veut dire, oui, il faut inventer des concepts. Face à cette jeunesse ou à ces électeurs qui doutent, et c'est normal, il faut aujourd'hui proposer de nouvelles voies, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouvelles propositions, parce que sinon, au fond, c'est le bruit, c'est la fureur, c'est la radicalité qui attire. Et c'est vrai à gauche, c'est vrai à droite, c'est pas seulement vrai en France, nous le voyons bien. Donc nous sommes dans un moment important, crucial, la guerre en Iran, peut-être, la guerre en Ukraine, une tension, une violence dans notre société, un doute profond sur la démocratie. Donc ne prenons pas à la légère ces débats. Mais je pense que sur l'essentiel, tout nous éloigne de Mélenchon, mais ça veut dire qu'il faut bâtir quelque chose d'autre. Il faut sortir des petits jeux, des alliances. Parce que les mêmes qui disent aujourd'hui, c'est fini avec Mélenchon, si demain ils acceptent des alliances aux municipales, aux législatives ou à la présidentielle pour des plats de lentilles avec Jean-Luc Mélenchon et ses amis, ils sombreront politiquement et moralement. L'actualité à l'étranger, Dieu sait si elle est importante ce soir, quand on voit l'Armada, dans quelques instants Thierry Breton nous rejoindra, chiffre en main, pour mesurer l'immensité de cette Armada américaine. C'est la plus importante depuis 2003, c'est-à-dire depuis l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Vous avez signé une tribune, co-signée avec quelques autres, dans le Figaro, pour sortir l'Iran des ténèbres, ce sont vos mots. La France doit initier une coalition diplomatique anti-Mollah. Que peut faire la France de plus qu'aujourd'hui ? Soutenir peut-être ce qui va se passer dans les heures et dans les jours qui viennent. D'une certaine manière, nous avons déjà participé à la défense d'Israël et à la mise en cause de l'Iran il y a 2 ans. Donc c'est notre rôle. Il ne faut pas que l'Europe et la France soient absentes de ce qui est en train de se passer. Nous pouvons, et nous l'avons fait un peu tardivement, mais ça a été fait, mettre les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, expulser les diplomates qui participent de cela, fermer l'ambassade d'Iran à Paris, montrer... vous dites, pardon, qu'il faudrait fermer l'ambassade d'Iran à Paris ? Oui, c'est ce que nous disons dans cette tribune. Soutenir évidemment l'opposition, les oppositions iraniennes, et rappeler que ce régime, non seulement est atroce pour son propre pays, sans doute plus de 30 000 morts au mois de janvier en 2 jours, une répression effrayante, qu'il représente toujours un danger pour la région, puisqu'il continue de financer et le Hezbollah et le Hamas, qu'il a frappé, qu'il peut toujours frapper d'ailleurs, il faut le rappeler, des opposants à l'extérieur, mais qu'il a aussi frappé nos intérêts il y a quelques années au Liban ou ici même à Paris. Et puis il représente toujours un danger, il a la volonté d'acquérir l'arme atomique. Donc il met en danger la région, le Proche et le Moyen-Orient, mais il nous met aussi en danger. Donc on sent bien que dans un moment, là aussi, de bascule, il y a une attente immense des Iraniens. Il suffit de parler avec eux, avec ceux qui sont aujourd'hui exilés en France. Ils regardent le ciel, pas pour implorer Dieu, mais parce qu'ils espèrent l'intervention américaine. Est-ce que ça veut dire que la France devrait y participer ? D'une manière ou d'une autre, oui. Non, mais militairement. Mais d'une manière ou d'une autre, à notre niveau, nous le savons bien, et puis parce que nous sommes présents, nous avons des bases en Jordanie, dans les Émirats. Tout ça, ce sont des sujets graves. J'en suis bien conscient. C'est des décisions qui doivent être prises par le président de la République, notamment par les chefs d'État et les chefs de gouvernement des pays européens. Rien n'est à la légère, surtout quand derrière, il y a des risques d'embrasement et de Manuel mort. Valls, soyons encore plus clairs. Si aujourd'hui vous étiez aux affaires, est-ce que vous diriez la France doit, offrir son aide, y compris militaire, aux États-Unis, s'ils interviennent en Iran ? Aujourd'hui, je souhaiterais que la France participe d'une coalition, oui. Militaire. Celle-là, oui, bien évidemment. Oui, je le crois profondément. Oui, vous mesurez combien là vous êtes différent de tant de Français, généraux, diplomates, politiques, etc., qui disent oh là, surtout pas, hein, c'est pas du tout la logique française, on reste. Mais parce qu'on cherche à comparer ce qui n'est pas comparable, par exemple, à ce qui s'est passé en Irak. L'intervention en Irak était fondée sur un mensonge. Je fais partie de ceux députés, citoyens, qui me suis réjoui de la position de Jacques Chirac, de ne pas participer de cette guerre et des erreurs qui ensuite ont malheureusement beaucoup contribué à l'émergence de l'État islamique. Ici, vous dites que ce serait une intervention juste ? Oui, je le crois. Elle est juste pour le peuple iranien, qui est un grand peuple avec qui nous avons des liens
Et combien de grands politiques et de grands intellectuels français se sont trompés en 1979, non, en soutenant ce qu'ils pensaient être cette révolution des mollahs au nom de l'anti-impérialisme et de l'anti-américanisme. Mais là, oui, là, je crois qu'il y a de vrais dangers, non seulement, encore une fois, pour le peuple iranien, mais pour la région. Regardez, les victoires israéliennes contre le Hezbollah et contre le Hamas ont affaibli les proxys, ont affaibli l'Iran. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a cette répression féroce, parce que c'est un régime qui est aux abois et qui massacre son propre peuple, parce qu'il voit bien que celui-ci est prêt maintenant à le faire tomber. Mais pour le faire tomber, et c'est difficile, parce que ce sont des décisions militaires, il faut une intervention. La République islamique d'Iran a fait couler le sang, y compris le sang français, soit directement, soit par ses proxys. Est-ce qu'il faut craindre un contre-coup, y compris en Europe? Mais il y aura des contre-coups. Enfin, nous sommes dans un monde qui a, c'est pas nouveau, qui a totalement changé. On a cette guerre terrible en Ukraine, cette 4e année, avec un personnage qui incarne, de mon point de vue, et la résistance, vous en parlez beaucoup sur LCI, et les valeurs de l'Europe, Volodymyr Zelensky. Et vous avez l'autre ligne de front, qui est la ligne de front de l'islamisme. L'Iran alimente depuis 30 ans l'islamisme, par ses fatwas, par ses attentats, contre ses opposants, contre les intérêts français au Liban, des dizaines de soldats français et américains tués, des attentats en France. Il peut toujours armer demain le Hezbollah, le Hamas, il a les moyens d'intervenir. Mais est-ce que le retrait, est-ce que l'indifférence, est-ce que le cynisme nous permettent d'éviter cela? Non. Et nous sommes dans un de ces moments cruciaux de bascule de l'histoire. Et je crois qu'au Proche et Moyen-Orient, de la même manière que nous aurions d'être beaucoup plus actifs dans l'accompagnement des accords d'Abraham, beaucoup plus actifs, je le dis aussi, dans le soutien à Israël, il faut être dans le soutien et l'intervention qui est attendue par le peuple iranien, dans des conditions qui, évidemment, sont toujours difficiles, complexes. La guerre est revenue, donc il faut s'y préparer. Ce que vous avez dit il y a quelques secondes, vous savez combien ça fera bondir certains en disant « Ah, voilà Valls, le néoconservateur, le va-t-en-guerre qui, après ce qui s'est passé en Irak, en Libye, etc., dit encore voilà, les Occidentaux qui vont se mêler des affaires de l'Orient ». Ça vient souvent, cette critique, de ceux qui ont une grande admiration, par exemple, pour Poutine, pour la logique impériale, qui ne comprennent pas très bien pourquoi on défend l'Ukraine. On défend la démocratie, on défend un certain nombre de principes, on défend des valeurs qui sont les nôtres. Et moi, je pense qu'il peut y avoir des interventions justes. Encore une fois, ça n'est pas facile. Il y a des hommes qui devront décider, des militaires qui devront intervenir. Mais quand le président Hollande a décidé de frapper l'État islamique à Mossoul ou Raqqa, après les attentats de novembre 2015, quand lui-même, en 2013, a décidé d'intervenir au Mali pour arrêter les colonnes de terroristes qui fondaient sur Bamako, c'est la guerre. Nous engagions, moi j'étais à ses côtés comme ministre de l'Intérieur, puis comme Premier ministre, nous engageons la vie de nos militaires. C'est des décisions lourdes, mais quand on gouverne, je préférais qu'on gouverne que dans des démocraties apaisées où tout se passe bien, mais gouverner c'est difficile. Gouverner, ça nécessite de l'expérience, ça nécessite de prendre des décisions qui sont lourdes et difficiles. Nous avons un pays au bord de la guerre civile, une Europe qui est aujourd'hui face à la pression russe et avec une inquiétude sur l'alliance atlantique et le lien avec les États-Unis d'Amérique. Il y a les dangers au Proche et au Moyen-Orient avec l'Iran. D'ailleurs, l'Iran, ne l'oublions jamais, qui soutient la Russie, la Chine qui soutient aujourd'hui l'Iran. Enfin, on se rend bien compte qu'on est dans un moment là aussi dangereux, qui doit faire d'abord réfléchir l'administration américaine et qu'elle ne se trompe pas d'alliés. Et ces alliés, ce sont les Européens, c'est l'Ukraine, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas l'Iran, c'est pas la Corée du Nord. Un mot sur ce régime islamique qui peut-être, alors on ne sait pas s'il est menacé de tomber, il a beaucoup résisté depuis 47 ans. Qu'est-ce qu'il incarne d'après vous? Il est là depuis 79, c'est sans doute un régime révolutionnaire au sens propre, qui a tout fait pour agir contre l'Occident, contre les États-Unis, contre les Occidentaux. Oui, avec d'ailleurs la complicité parfois des Occidentaux ou d'autres puissances, je viens de les citer, un régime apocalyptique aussi à sa tête, au-delà de la répression épouvantable, mais qui pense qu'il a une forme de droit divin, et puis une certaine conception du monde, de l'être humain, de la femme, on l'a bien vu, qui a alimenté l'islamisme. D'ailleurs, c'est très étrange, c'est le chiisme
minoritaire dans l'islam qui a fini par alimenter le sunnisme et le terrorisme, est devenu accueillant, ne l'oublions jamais, y compris l'extrême droite européenne. Je voudrais rappeler qu'ils ont accueilli Dieudonné, Soral, tous ceux qui détestent l'Occident, la démocratie et les Juifs. C'est ça, ce régime. Nous a rejoint Thierry Breton. Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je ne veux pas improviser un débat parce que ça n'était pas prévu, donc je veux pas, ça se fait pas. Mais un mot quand même, parce qu'on vient d'entendre Manuel Valls dire, lui, oui, il pense qu'une intervention, y compris militaire, des Français, de la France, serait une bonne chose. Il dit oui, ce serait une intervention juste. Vous aviez émis l'avis contraire il y a quelques semaines sur ce plateau. Pourquoi est-ce que vous êtes de l'avis opposé ? Parce que j'estime que la France doit respecter le droit international. Et que donc, s'il y a une résolution, oui, mais sans résolution, non. La France, aujourd'hui, doit respecter le droit international. Trop de pays ne le respectent pas. Donc voilà, ma position est assez simple. Et Dieu sait que je suis, comme le Premier ministre, je suis en attente de la chute du régime des mollahs. Mais il faut qu'il y ait d'autres méthodes. En tout cas, moi, je ne soutiendrai pas celle-là. Une résolution, oui, moi je la souhaite, bien évidemment. Conseil de sécurité, on sait que la Russie et la Chine s'y opposeraient. Mais il y a une attente tellement forte du peuple iranien. Ce régime représente tellement de dangers que je crois qu'on ne peut pas rester les bras ballants devant. Même en sortant du droit, comme le souligne Thierry Breton. Mais je pense qu'il faut toujours chercher les éléments du droit. Oui. Mais il ne faut pas que le droit s'oppose à une intervention qui, cette fois-ci, me paraît légitime, juste et qui est attendue. Et puis, par ailleurs, on peut continuer, nous, à faire pression dans bien des domaines. Mais croire qu'aujourd'hui, les négociations sur, par exemple, la question du nucléaire seraient autre chose que de gagner du temps pour le régime iranien serait, à mon avis, une erreur lourde de conséquences. Il faut avoir en tête ce qui s'est passé et les massacres, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, au début de cette année. Alors que les manifestations étaient plutôt, et je mets des guillemets, pacifiques à la fin de l'année dernière, Donald Trump va dire aux Iraniens, allez-y, allez dans les rues, je vais venir vous aider. On sait qu'il y a eu à ce moment-là Maduro, ça a donné un espèce d'espoir. Et puis après, un massacre, 20, peut-être 30 000 morts. Donc, ça démontre bien que ce n'est pas par ces méthodes qu'il faut y aller, il faut y aller autrement. Mais je crains que celles-ci ne marchent pas, même si elles sont pavées de bonnes intentions.